Pourquoi et comment donner de la reconnaissance aux paysans amérindiens d'Amérique latine? Ah ouais, tu commences direct comme ça? Bah oui, quoi. Bah avoue que c'est un peu brutal quand même. Tu vois, moi je vois quelque chose de plutôt décontracté. Et du genre. Eh bien, pourquoi pas dire qu'on est deux jeunes Français et qu'on se retrouve là, au Chili, parce qu'on s'est rencontrés là-bas il y a 3 ans pour mener un stage en commun avec des agriculteurs mapuches. Ah, comme ça ils comprendront que c'est là où tout a commencé finalement. Exactement. Genre on peut dire, ceci est le projet Trouve ta parole, mené par Jordan et Camille de l'association Les Agronautes. On est parti en Amérique du Sud pour aller donner la parole à des agriculteurs. Un bon début. Mais il faut leur dire comment on a fait tout cela. Eh bien, on va leur montrer. Nous voilà donc en direction vers l'Argentine. Sans parcours de prévu, sans réservation, ni carte, ni GPS. On décide de traverser en stop l'immense et non moins célèbre Cordillère des Andes, sans savoir ce que l'on va découvrir. Quelques centaines de kilomètres d'altitude plus tard, on se fixe quelques règles. Rejoindre le nord de l'équateur par l'Argentine, la Bolivie et le Pérou, en 150 jours, sans anticiper nos déplacements et en saisissant toutes les opportunités qui se présenteront à nous. Ce que l'on souhaite, mener une enquête multisite à travers ces pays, en rencontrant des communautés rurales et agricoles amérindiennes. Le but, revaloriser les zones rurales et isolées des pays visités, et tout ce qu'elles englobent, les populations, leurs pratiques agricoles, leurs traditions, leurs savoirs locaux et leur environnement. L'idée consiste à interroger les acteurs du monde rural en recourant à des méthodes issues des sciences humaines, à savoir la conduite d'entretien et l'observation participante. Cette dernière consiste à travailler en immersion avec les paysans pour comprendre des comportements, des habitudes, des mœurs, des perceptions. Mais qu'est-ce que l'on veut vérifier, confirmer ou infirmer? Rien de précis. On ne part pas d'hypothèses, c'est pourquoi notre démarche est qualifiée d'inductive. Ainsi sera notre manière de répondre à la question « Pourquoi et comment donner de la reconnaissance aux paysans amérindiens d'Amérique latine et plus largement à la vie en milieu rural ?» L'un de nos premiers éléments de réponse, Uspallata. Ici, une ferme se situe au sein d'un véritable et paisible paradis perdu au pied de la Cordillère des Andes. Localisé à quelques dizaines de kilomètres du départ à pied vers le plus haut sommet des Amériques, le mont Aconcagua, avec ses 6960 mètres d'altitude. Les circonstances ont fait que nous ne pouvions pas rester trop longtemps. Alors, on a choisi de diviser nos cas d'enquête en deux. Les petites rencontres de passage, nous les qualifierons de systèmes figurants, tandis que les longs séjours chez nos hébergeurs, nous les appellerons des systèmes vedettes. Ici, notre premier cas d'étude sera un système figurant, une petite visite de passage au sein d'un petit système en permaculture et bioconstruction. Estamos desarrollando acá un proyecto de autosustentabilidad hasta donde se puede. La idea es como vivir más que se puede autosustentable con alimentos, con energías. Tenemos energía solar en la casa, todo el sistema de permacultura de agua. Queremos aplicar todo eso para crearnos una vida más sana o más cerca de la naturaleza. Y acá en la huerta tenemos choclo, maíz, tenemos varios diferentes tomates, brócoli, cebolla verdeo, ají dulce, morón. Es como volver a organizaciones sociales chiquititas. Hay un movimiento político en Uspallata hoy en día que dice que tenemos que ser autónomos. Sí. Eso es la solución, creo, de la agricultura. Premier système figurant dans la boîte. On s'empresse de reprendre la route vers le nord, bien plus au nord. Naturellement, les principales routes andines nous mèneront vers l'immanquable désert d'Atacama. On profitera de chercher des témoignages auprès de communautés amérindiennes isolées. Alors, on est à Atacama et on y est resté à peu près 3-4 jours. Et bon, c'était plus pour du tourisme, mais on a quand même été curieux de savoir quelles communautés il y avait dans la région et de quoi elles vivaient. Bon, eh bien, un petit récapitulatif. Plusieurs communautés vivent de manière éclatée dans le gigantesque désert aride d'Atacama. Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, l'extraordinaire patrimoine naturel d'Atacama a attiré une foule de touristes venus du monde entier. Les problèmes pour les communautés,
le difficile accès à l'eau et la forte pression du tourisme de masse. Parce que Atacama séduit. Parce que Atacama, c'est ça. La fin de notre extraordinaire séjour à Atacama se solde d'une superbe rencontre faite avec des membres d'une association locale réunissant des habitants de San Pedro d'Atacama. Nous avons participé à cette réunion et voilà ce qu'on en tire. Les lieux patrimoniaux, culturels et naturels devraient être gratuits en territoire indigène, ou au moins cela devrait être moins cher pour nous les résidents. Il existe comme un flou juridique, où se positionnent les droits indigènes loi 169 par rapport à la constitution chilienne. Les résidents allochtones ont du mal à se retrouver et à s'identifier au territoire. Les Amérindiens bénéficient de droits spécifiques de par l'existence de la Convention numéro 169 qui est relative aux peuples indigènes et tribaux de 1989. Par exemple, l'article 14 stipule que les droits de propriété et de possession sur les terres qu'ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés. En fait, la préoccupation du Chili vis-à-vis des Amérindiens est très récente. Les Amérindiens ont pendant des siècles été victimes d'exclusion et d'accaparement de leurs terres. Il est question aujourd'hui d'employer le terme d'autochtone plutôt qu'indigène. Plus moderne et plus engagé, il permet d'identifier celui qui est issu du sol où il habite, celui qui est censé n'être pas venu par immigration depuis la fin du Pléistocène. Autrement dit, depuis la première arrivée des premiers Homo sapiens dans les Amériques. La notion d'autochtonie est tout de même relative. On n'a pas fini de la définir. Hop, bon, on est à Sucre en Bolivie, ça fait maintenant un peu plus de 20 jours qu'on voyage. On désire aller dans des fermes pendant plusieurs jours, plusieurs semaines pour travailler avec des communautés autochtones qui vivent d'une agriculture traditionnelle. Du coup, vu qu'on est à Sucre, on va en profiter pour aller voir des associations, des ONG, mais aussi des musées en fait qui travaillent en coopération avec des communautés indigènes. Et du coup, on va y aller cet après-midi. Quoi de mieux que la Bolivie, où l'on retrouve la plus grande concentration d'autochtones au monde, pour continuer notre enquête. Notre périple nous conduit dans une boutique d'art autochtone. Sans le savoir, nous faisons la rencontre de l'association Inca Palay. Palay signifie en quechua la technique de tissage ancestrale. Ici est réuni les savoir-faire de 200 femmes tisserandes. Sont représentées les œuvres de communautés andines issues de deux régions distinctes, les Jalca et les Yampara. Le but de cette association consiste à l'amélioration des conditions de vie des communautés andines les plus pauvres, via la commercialisation de leur art textile. L'association semble donc suivre le principe de ce qu'on appelle le commerce équitable. 40% des revenus reviennent à l'artisan, nous dit-on. Ici, les œuvres et produits sont fabriqués à la main, avec des matières locales, de la laine d'alpaca ou de mouton, pour le tissu, ainsi que des teintes naturelles issues de plantes, pour les couleurs. Les Yampara préfèrent représenter des scènes réelles, issues de la vie quotidienne. Les pratiques agricoles y sont très souvent représentées. Pour nous qui voulons revaloriser les milieux ruraux et isolés d'Amérique du Sud, c'est très intéressant. Alors maintenant, on souhaite voir comment ça se passe au sein des communautés. Nous voulons rencontrer ces femmes qui créent ces œuvres. Et pour cela, nous continuons notre enquête dans la ville de Sucre, direction le département de la culture autochtone. Bon, nous voilà au sommet de Sucre. On a terminé notre journée tranquillement et on a trouvé une personne qui est un représentant des communautés d'une région là où on va aller après-demain. Et on va voir des communautés qui vivent d'une agriculture traditionnelle et de l'artisanat.
Voici Casto, un référent de la communauté de Puka Puka. Il nous a accueillis, lui et son épouse Julia, ainsi que leurs 3 enfants, dans leur maison pour nous faire découvrir leur culture et nous aider dans notre enquête. Ahora yo vivo aquí, este es mi pueblo de origen. ¿No? Puka Puka es mi pueblo, es en el lugar donde he nacido, vivo hace 40 años aquí. Sí, durante 10 años he vivido en ciudad, en Cochabamba, también en Santa Cruz. Específicamente hemos ido a vivir un poco para conocer cómo es la vida en la ciudad. Decidimos traer a los hijos aquí. Dijimos que esto es el lugar más adecuado para su salud. Comme chaque année, la famille de Casto et Julia se rend à Cochabamba pour la grande fête autochtone nationale, le Pulhay, qui est la célèbre danse traditionnelle. Ils nous laissent leur maison pour la garder, nourrir les chiens et s'occuper du jardin. Tu es là? Ouais. Bon, c'est parti. Ce matin, pour déjeuner, on a décidé de faire une salade quichua. Donc en fait, on a découvert ça le jour de la Puka. Donc en fait, c'est du fromage dans lequel on rajoute des oignons, des poivrons et qu'on mange en fait avec une patate. Et on épluche la patate, après on vient comme ça et hop, on mange le truc et c'est super bon. Puka Puka est ce qu'on appelle une communauté Aïlou, une unité ethnique, politique et géographique occupant un territoire de propriété commune, sur un étage écologique spécifique, ici les hauts plateaux andins. Les familles sont Yampala et parlent l'une des langues les plus communes dans les Andes, la langue quichua. Les Yampala sont des populations andines du sud de la Bolivie, vivant d'une agriculture vivrière de subsistance à des altitudes supérieures à 3000 mètres. Leur culture est un amalgame de croyances et de traditions ancestrales vieilles des périodes coloniales et précolombiennes, auxquelles s'ajoutent des influences urbaines et occidentales, ainsi que la pratique de religions monothéistes, comme le catholicisme ou encore le bahaïsme. Une des principales caractéristiques de la communauté, et aussi l'une de nos principales raisons de notre venue, le tissage. Sur ces toiles, confectionnées à partir de ce qu'on appelle un métier à tisser, sont racontés de manière détaillée des instants de vie, des tâches quotidiennes qui font l'identité de ces communautés paysannes. À la fois vêtements, produits de consommation, mais aussi œuvres d'art, chaque pièce artisanale nécessite des techniques de tissage spécifiques. Toutes les illustrations résultent d'un travail de précision, suivant une symétrie rigoureuse, parfois sur plusieurs mètres de tissage. Notre interlocutrice nous explique que le métier est transmis par voie orale, de génération en génération. Le plus bluffant sera de savoir qu'elles n'ont aucun modèle et réalisent tout de tête. Les décors sont représentés verticalement ou horizontalement, sur un métier à tisser. Il semblerait que l'orientation des décorations a été à travers l'histoire andine, fonction du genre et des étages écologiques. Une distinction est donc faite entre les hommes et les femmes, puis entre les hautes terres, le piémont amazonien et la côte. Il me faudra 2 semaines pour terminer une pointure rose que je suis actuellement en train de confectionner. Mes filles ne feront plus ça. Elles iront sûrement en ville, travailler dans des nouveaux domaines. C'est comme ça. En effet, la culture Yampara est en perdition. La petite agriculture, tout comme les savoir-faire uniques en tissage, sont grandement menacés. C'est pourquoi Puka Puka mène actuellement un projet de tourisme communautaire. La communauté désire de s'en servir comme un adjuvant économique, un outil de récupération de la culture Yampara et une réaffirmation de leur identité, une identité paysanne, Yampara, et sans oublier une identité d'homme moderne. Telle est la description que nous donnera Casto. Casto nous dit utiliser un système de rotation, pommes de terre, maïs, fèves, et fertilise ses sols à l'aide d'un compost collectif. Les pommes de terre, oca, maïs, blé, fèves, petits pois, fromage, viande de mouton sont issus de la production personnelle. Les prix du marché restent très bas, notamment pour la pomme de terre selon nos témoignages. Les paysans de Puka Puka travaillent sur des petites parcelles et le travail, sans utilisation de pesticides, se révèle plus long, nous dit-on. Alors comment fait Casto pour revaloriser ces denrées alimentaires? Primero, el gobierno nos está dando una certificación. Entonces yo voy a vender mi papa con esa etiqueta. La población ya sabe de que cuando algún producto tiene esa etiqueta es sano. Ahora la otra parte es también estamos transformando. Aquí nosotros tenemos una planta de transformación. Entonces aquí vendías en un quintal 60 bolivianos. Con lo que has transformado aquí estamos vendiendo con 400, 4 veces más. Y la otra parte es que nosotros lo que queremos es directo del productor al consumidor. Ce que l'on désire à présent, c'est de voir s'il est possible d'observer les mêmes problématiques rurales dans d'autres contextes écologiques et culturels radicalement différents, comme par exemple l'Amazonie.
Nous voilà à Villa Tunare. Notre périple débute aux frontières du grand bassin amazonien. Pour nous, un rêve qui devient réalité. On sort des sentiers battus. Nous remontons les fleuves jusqu'au nord durant plusieurs semaines, en tentant de trouver le prochain cas d'étude. On se disait que plus on s'enfoncerait dans la jungle, plus grandes seraient les probabilités de trouver ce que l'on cherche. On sera hébergé chez des communautés fortement isolées de petits villages, conviés à des réunions, des matchs ou encore des cérémonies traditionnelles. D'opportunité en opportunité, on se laisse guider par nos rencontres. On va dormir juste là, devant leur maison. On a un toit parce que ce soir il va pleuvoir. On tâche tout de même de prélever quelques paroles sur notre chemin et on continue notre route jusqu'à enfin parvenir à trouver notre cap. ¿Cuál? No necesita químico. Notre enquête nous conduit à faire la rencontre de notre deuxième système vedette, la communauté de Real Beni. Elle est située dans l'impressionnante réserve de biosphère et terre communale d'origine, Pilón Lajas, à 1400 mètres d'altitude dans le département de Beni, au nord de la Bolivie. Située à la frontière sud du parc national de Madidi, nous nous trouvons dans l'une des régions les plus luxuriantes de l'Amazonie, la forêt tropicale humide. Bon, du coup voilà, on est dans une famille de la communauté Real Beni. Et on va rester là une semaine avec eux. Donc ils sont 8 à vivre ici. Et après dans toute la communauté, ils sont à peu près 200 à 250 personnes avec les enfants de l'école. Et voilà. C'est parti pour une immersion au sein de la communauté de Real Beni, pour la plupart faisant partie du groupe ethnique des Takana. On se trouve en plein cœur de la forêt, à 45 minutes de barque du village le plus proche, Rurrenabaque. Impossible de dompter la nature et de remodeler les paysages. Ici l'homme s'adapte à la forêt. Les pluies, l'humidité, la faune sauvage, mais aussi les adventices. Ces arbres qui, nom de Zeus, repoussent aussi vite que ma barbe. Les connaissances agricoles et naturalistes sont transmises à l'oral, par les parents et grands-parents. L'autoconsommation représente une très grande proportion de leur alimentation. Les connaissances naturalistes locales se contentent à ce qui est comestible, médicinal et à ce qui est potentiellement utilisable pour la chasse ou la pêche. Dieu pense connaître environ 500 espèces végétales, voire plus. La communauté plante ce qu'elle veut, sur un territoire très grand de 4000 km². Elle change de parcelle environ tous les 15 ans. Elle cultive un peu tout, du riz, yucca, cacao, banane, maïs, ananas ou encore papaye, et effectue des rotations de culture et pratique l'agriculture itinérante avec brûlis. Un jour, des ingénieurs sont venus pour nous conseiller d'arrêter l'agriculture avec brûlis, la pratique participant à terme à la dégradation et à la non-régénération des sols, nous dit-on. En contrepartie, il était nécessaire de travailler beaucoup plus, on a donc refusé. Et en effet, on observera déjà que n'importe quelle tâche comme se nourrir prenne beaucoup plus de temps qu'en ville. Lo único que aquí tienes que hacer es un poco de fuerza, nada. Así que prepárense. Il nous faudra plus d'une demi-journée pour préparer notre riz. Le récolter, séparer l'écorce et le son du grain, le laver puis le cuisiner. Quant à Rurrenabaque, un restaurant local vous fournira un bol de riz pour quelques pesos en quelques minutes. Le riz diminuerait de taille à travers les années selon nos interlocuteurs. Les paysans autochtones voudraient davantage d'expertise. Ils évoquaient également le besoin d'avoir un système d'irrigation afin d'avoir un grain plus gros et une meilleure production. Ça c'est l'étape 1 du poulet. Et là c'est l'étape 2. Alors, maintenant que
on s'est un peu habitué à la communauté et qu'on connaît un peu les environs, je suis sorti tout seul en dehors du village pour essayer de me foncer un peu dans la jungle amazonienne. Je pourrais toujours croiser un jaguar ou un anaconda. Et comme j'adore les légendes, les anecdotes sur les anacondas, eh bien il se trouve que la famille où on est, ils ont eu il n'y a pas longtemps un anaconda vert de 5 mètres de long qui leur a bouffé 5 poules. Super légendaire. Bon, on va retourner sur le thème de l'agriculture, ça sera mieux. Alors on va faire du chocolat. Du coup, après les avoir récoltés, il faut couper la cabosse. Voilà qu'aujourd'hui nous participons au processus de transformation du cacao. La communauté consomme le cacao uniquement sous la forme de boissons chaudes, avec de l'eau, de l'huile et du sucre, parfois en y rajoutant un peu de riz. Les problèmes de distance et les normes imposées par le marché font que la communauté ne parvient pas à valoriser leur cacao et à produire des tablettes de chocolat. Pourtant, ici, aucune utilisation d'intrants chimiques. Bonjour, t'as bien dormi? Salut. Ouais, on a bien dormi. Et il y a eu aussi plusieurs moustiques qui nous ont attaqués à travers la moustiquaire. Elles viennent d'où ces oranges là? Du jardin. Du coup c'est le petit déj, on se mange des oranges. On va aller marcher dans la forêt là pour aller voir si le père de famille est arrivé parce qu'il est parti en barque à la ville. Et voilà. Dans une parcelle de canne à sucre. Donc en fait on est en train de couper la canne à sucre pour après la passer dans un pressoir en bois. Et donc on va faire du sirop de sucre et après derrière on va le cuisiner, on va faire du caramel et du vrai sucre. La transformation du jus de canne en sucre en poudre suit quelques étapes qui demandent beaucoup de patience. À 5, on sera plutôt opérationnel grâce à ce pressoir. Alors, bon, après avoir fait le jus de sucre, là on passe au processus suivant, c'est celui de faire le miel de sucre. Alors on le met sur le feu comme ceci et on attend plusieurs heures. Il ne faut pas le mettre à une température trop haute, sinon en fait tout s'évapore, ni une température trop basse, sinon ça ne marche pas. Et du coup, en fait il faut bien faire, et à ce qui paraît c'est pas du tout facile. Voilà. Ce matin, on aide David, l'un des référents de la communauté, à planter ses jeunes cacaoyers. David imagine un développement touristique et agricole différent de ce que souhaitent ses voisins. Un de ses voisins essaie de mettre en place notamment des prestations de tourisme de pleine nature de type survival, puisque la destination est connue pour l'histoire de l'aventurier israélien Yossi Ginsberg, qui s'est perdu dans la forêt tropicale durant les années 80. Le film Jungle est d'ailleurs une adaptation de cette histoire. David, quant à lui, souhaiterait proposer des activités en agritourisme, car ces denrées alimentaires sont très difficilement valorisables. Plantines de cacao. Tenemos que nosotros mantener, hacer la limpieza como ahorita está ya hierbado. Vamos a hacer la primera limpieza, la segunda limpieza, durante 4 años. En 4 años empieza a dar el fruto. La région de Pelon Lajas est si magnifique et d'un degré de naturalité si élevé. En marchant à travers la forêt, au fil de la journée, on peut voir à chaque instant des centaines d'espèces qui grouillent, notamment des espèces remarquables d'oiseaux, tels que le rucuverbile bolivien, le myrmidon cendré, 2 passereaux endémiques, ou encore la magnifique et très discrète harpie féroce. Puis tapir, jaguar, caïman ou encore anaconda, telles sont les grandes vedettes souvent citées. La région a complètement surpris les chercheurs, on y retrouve ici le plus grand nombre d'espèces jamais recensées dans une zone protégée, pas moins de 8000 espèces, selon un inventaire en 2015. Pourtant, la région est fortement menacée, en particulier à cause de plusieurs méga-projets d'extraction minière. Ces mines exploitent l'or alluvial.
Cet or est aggloméré à l'aide de mercure qui contamine les sols et se dissémine dans l'eau et dans l'air. Alors que se passe-t-il? Eh bien, ces projets non seulement menacent de dégrader l'environnement, mais aussi cela a créé des conflits au sein de 2 communautés locales qui sont devenues ennemies. En parallèle, on apprend que les Takana résultent d'une ethnogénèse datant de la fin du siècle dernier. En d'autres termes, les Takana seraient une invention ethnique. Enrique Herrera explique que ce regroupement, puis cette revendication indigéniste progressive, sont dus à plusieurs phénomènes. Un brassage ethnique effectué par des missions franciscaines, suivi de flux migratoires, parfois forcés, depuis les pôles urbains vers le bassin amazonien. Ces migrations avaient pour but d'apporter de la main-d'œuvre à des industries de caoutchouc et agroalimentaires, mais ces dernières ont subi un crash économique, laissant ces communautés démunies de toute activité. Enfin bref, aujourd'hui les Takana continuent fortement à se revendiquer en une unité ethnique, avec l'identité paysanne, en tentant de développer leur activité de tourisme communautaire. Ils essayent pour cela de s'équiper en bateau et en carburant. On repart donc avec beaucoup plus de questions que de réponses, signe qu'il nous reste des témoignages à se dégoter. On quitte durement ce qu'il aura été l'une de nos meilleures expériences pour rejoindre un tout autre univers. Ici, le temps semblait s'arrêter. Mais là où on compte désormais se rendre, il en est tout autrement. Bienvenue dans la ville. Ce gigantesque écosystème et ces immenses forêts de béton, dans lesquelles le temps semble cette fois s'accélérer. La Paz. On a accès aux services en un clin d'œil. La nourriture, les transports, les services toujours plus nombreux sont la convoitise d'une population grandissante. Le taux de la population urbaine en Amérique du Sud a augmenté de 87% entre 1950 et 2000. Aujourd'hui, c'est environ 80% de la population qui vit en milieu urbain. Des villes souvent surpeuplées, surpolluées, mais qui séduisent parce que ces énormes écosystèmes connotent le modernisme, le progrès et le futur. Oui, bonjour, moi je m'appelle Paris Galan. J'ai grandi dans une famille d'agriculteurs. De plus en plus, je me rends compte que l'agriculture ne fait pas partie des projets de l'État pour une amélioration, pour un développement. Le gouvernement, les autorités doivent faire, comment dire, une négociation avec la population en disant que, bon, on doit commencer à nouveau, de zéro. On va plus construire de petites routes parce que maintenant, par exemple, il y a aussi, c'est à la mode de construire des routes partout. Oui. Je pense qu'on doit arrêter de goudronner. Ce que tu dis, c'est qu'on priorise, par exemple, de faire des routes en goudron plutôt que de donner des outils dans et des financements pour l'agriculture. D'accord. Oui. Et aussi leur donner des connaissances, de nouvelles connaissances. Parce qu'il y a eu un problème en Bolivie. Avant, la terre appartenait au terrateniente, oui, au latifundista. Et c'est lui qui s'occupait de tout, oui, le développement, la sémence, les outils, etc. Et le paysan travaillait pour lui. Une fois la terre récupérée pour les paysans, l'État l'a récupérée pour les paysans, mais l'État n'a rien donné aux paysans. Le paysan est apparu un jour avec de la terre, mais rien d'autre. Comment la travailler, avec quels outils, quelles semences, rien. Et oui, les paysans ont commencé à partir dans les grandes villes, les paysans ont commencé à boire de l'alcool. Il y a eu un moment en Bolivie dans lequel être paysan était synonyme d'être ivrogne, feignant, voleur. C'est pour ça que le mot campesino est devenu aussi péjoratif. Depuis la nouvelle constitution de 2009, la Bolivie s'appelle État plurinational de Bolivie. Concrètement, que veut dire plurinational? Eh bien déjà, les fonctionnaires doivent obligatoirement parler une langue indienne, Aymara, Quechua, Guarani. Le pays est plurinational avant tout sur le plan de la reconnaissance culturelle, ce qui séduira forcément la scène internationale. Toutefois, il est difficile de parler de plurinationalisme sur le plan politique et économique. Voir des nations autochtones indépendantes institutionnalisées, ce n'est pas pour demain la veille. Après être resté plus d'1 mois et demi en Bolivie, on part direction le Pérou.
La grande porte d'entrée du Pérou depuis la Bolivie, c'est le lac Titicaca, le plus grand d'Amérique du Sud en volume et en longueur. Berceau des sociétés humaines complexes comme l'empire Tiwanaku, Titicaca est aussi connu pour son riche patrimoine archéologique ainsi que sa culture andine, diversifiée et très spécifique à cet immense bassin lagunaire de plus de 8500 km². Bonjour. Bonjour. T'as bien dormi? Oh oui, j'ai pris toute la couverture. Ouais, j'ai extrêmement froid à cause de toi. Je suis désolée. Ouais. Notre prochain petit cas d'étude, l'île Taquile. En se rendant sur les lieux, on apprend que les Taquilienos ont développé depuis les années 70 une activité touristique autour de l'ethnotourisme, en décidant d'accueillir dans leur propre maison des visiteurs venus du monde entier. Une pratique très en vogue aujourd'hui en Bolivie. Plus de 1000 personnes issues d'une des 800 familles grandiraient sur cette petite île de 5 km de long pour un peu plus d'1 km de large. Les femmes comme les hommes se spécialisent sur 2 activités majeures, l'accueil des touristes ainsi que le tissage. Les savoir-faire, même s'ils ont relativement évolué au cours de l'histoire, datent des sociétés précolombiennes Pucara, Tiwanaku et Inca. Sur Taquile, c'est l'ethnotourisme qui a le vent en poupe. Les jeunes se tournent tous vers ce domaine, en réalisant une formation de 2 ans. Selon un de nos témoignages, beaucoup de jeunes désireraient pourtant se spécialiser dans d'autres secteurs, tels que la médecine ou la sociologie. Or, il n'y a pas d'université sur l'île. Le tourisme communautaire trouve ses limites quand cet outil, vu en premier lieu comme une opportunité économique et de reconnaissance culturelle, se voit par la suite se transformer en un gigantesque dôme piégeant les locaux dans un processus de muséification. Il ne serait pas faux non plus d'alerter sur le fait qu'une augmentation des visiteurs pourrait avoir des conséquences irréversibles sur ces grandes terrasses agricoles, ces dernières entretenues depuis des centaines d'années et abritant pas moins de 90 espèces de plantes arbustives. Les gouvernements y gagnent à encourager des populations locales à développer une activité touristique, mais cela ne permet pas systématiquement à ces communautés à avoir accès à des secteurs professionnels variés ou encore à perfectionner leurs pratiques agricoles. Alors, le tourisme autochtone, tremplin ou obstacle, complémentarité avec l'agriculture familiale ou dichotomie, développement ou appel à l'exclusion. Ainsi furent nos réflexions avant de bientôt repartir vers une nouvelle ville, et pas des moindres. Tecnológicos, pedagógicos, privados y públicos del departamento del Cusco. Alors on est dans l'extraordinaire ville de Cusco au Pérou et là on continue notre projet en visitant des sites archéologiques et des musées d'histoire naturelle, musées aussi sur la période préhispanique, la céramique, sur l'art, etc., etc. pour en savoir plus sur l'agriculture de hier, l'agriculture des communautés autochtones, les écosystèmes qu'il y avait avant. Voilà, ça nous permet de prendre un peu de recul et voir ce qu'il y avait tout au long de l'histoire et tout au long de l'évolution. Voilà, c'est super intéressant et vous allez voir ça. La biodiversité sud-américaine d'aujourd'hui fascine. Et c'est sans compter les incroyables créatures qui peuplaient autrefois notre planète. Il y a plus de 10 000 ans, l'Amérique du Sud était encore peuplée de méga-mammifères. Des paresseux géants de 5 tonnes, tels que Megatherium, des tatous de 3 à 6 mètres de long parmi lesquels on retrouvait les Glyptodons ou Deodicurus. Ou encore des éléphantidés gomphothères à défense droite, tels que Stegomastodon. Il y a environ 12 000 ans, de grands changements climatiques ont contribué à la modification des niches écologiques sud-américaines, ayant pour conséquence la diminution drastique des populations de ce qu'on appelle la mégafaune. Des hypothèses avancent que l'homme, par effet de territorialisation et de la chasse, aurait donné le coup de grâce, participant ainsi à l'extinction totale de ces grands animaux, qui pourtant jouaient un rôle déterminant dans la fertilité des sols. Mais on remarque que les ancêtres des autochtones ont eu aussi des effets bénéfiques pour les écosystèmes et notre alimentation actuelle. Par exemple, les gros fruits charnus, comme l'avocat et la papaye, ont peut-être bien failli disparaître il y a de cela 10 000 ans. Parce que leur survie dépendait des méga-mammifères qui, grâce à leurs excréments, jouaient un rôle de disperseurs de graines et de nutriments. Nombreux des gros fruits à coque que l'on consomme aujourd'hui sont en fait ce que l'on appelle des fruits mégafaunaux, ou fruits anachroniques, puisqu'ils étaient censés disparaître avec la mégafaune. Cependant, les ancêtres des natifs américains, en
cultivant et en gérant les ressources, ont finalement permis aux fruits à coque de prospérer. Ils iront même plus loin. Les populations précolombiennes du centre des Andes auraient fortement contribué à la diversité des tubercules et du maïs. Comment ? Eh bien, de par l'échange de semences et la culture de celles-ci sur différents étages écologiques. Entre moins 7000 ans avant notre ère et jusqu'au XVIe siècle, soit durant 5500 ans environ, les agriculteurs en Inde ont réalisé un travail de sélection, de maintien et de diversification des variétés. Ceci pour maintenir leur sécurité alimentaire et booster leur activité économique. Aujourd'hui, les variétés sont en perdition, du fait de la perte des savoir-faire durant les conflits coloniaux et post-coloniaux, mais aussi, plus récemment, à cause des flux migratoires intra-régionaux et de l'homogénéisation des marchés. Préserver la diversité génétique semble pourtant indispensable pour préserver les identités des populations humaines, car nous l'avons vu, sur le terrain, les pommes de terre natives, à l'instar du maïs, sont des marqueurs identitaires forts. Oui, du coup, on est dans un musée de chocolat. Et on voit comment le cacao se fabrique et tout le processus de transformation. Du coup, qu'est-ce que tu goûtes? Alors c'est de la confiture de chocolat à la chirimoya et à la fraise. Et je veux dire, c'est bon ou pas? Mais ouais, c'est bon. Ouais. Stop. Je suis en train de visiter Machu Picchu, mais en chocolat. Notre séjour à Cusco s'achèvera avec la visite d'un de ces grands marchés, où il est possible de retrouver une très grande variété de fruits, légumes et tubercules. Les agriculteurs rencontrés sur le marché nous orienteront vers ce que sera notre 4e système figurant. Bon, tu te régales? C'est ultra beau. Alors là, on est arrivé donc dans un petit village de Huaracondo. En fait, pour aller voir un nouvel exemple de structure, mais cette fois-ci soutenu par Eticable et AVSF sur le terrain. Et AVSF sur le terrain. Voici Huaracondo, une communauté agricole andine vivant au piémont des collines à quelques dizaines de kilomètres de Cusco. La région est principalement connue pour un tourisme de masse avec la présence de grands sites archéologiques, et là, on semble observer un paradoxe. Beaucoup d'agences touristiques de Cusco ont la main mise sur les destinations au milieu rural, ces dernières passant en bus remplis de touristes à travers la campagne à toute allure comme un terrible acte de pénétration. Beaucoup de paysans autochtones, quant à eux, viennent souvent en ville pour proposer informellement leur service de taxi. Cette forme d'anagéographisme pointe du doigt les difficultés de développement des ruraux. C'est dans ce contexte-là qu'évolue Huaracondo, pour l'instant épargné du tourisme de masse. Les habitants se concentrent ici sur la valorisation de leur prestigieux petit trésor du terroir andin, le maïs blanc à grains géants. Reconnu comme une indication géographique en 2006 et certifié biologique. Alors ici, à la coopérative Limaï, on a du maïs blanc géant. C'est un maïs qui est originaire de l'époque des Incas et qui pousse dans la vallée sacrée des Incas. Donc c'est un maïs qui est adapté à cette altitude, à peu près 2000 à 3000, 3400. Y hemos trabajado primerito para vender a Eticable con ARPAG, capaz tengan conocimiento, ¿no? La Asociación de Productores Regionales de Cusco. Hemos trabajado con ellos y después hemos optado a formarnos una cooperativa. La cooperativa es desde el 2010. Ahí los compañeros que se van a sumarse, digamos los compañeros que están presentes con nosotros, los 100 van a pasar una transición de 3 años. Para que sean también producteurs orgánicos. Qu'est-ce qu'on a là? C'est du hémé-compost. Alors en fait c'est des micro-organismes qui vont permettre d'activer la décomposition des matières organiques. Donc ils mélangent ça avec leur compost qu'ils ont fait avec leur caca d'animaux, quoi, plus du guano qui provient des îles du Pacifique. Et voilà. Et du coup ça coûte 70 sols et c'est pour faire 2000 kg de compost. Et en fait ils partagent les frais de la bouteille entre eux. La communauté co-travaille sur le projet Maïs Blanc avec des techniciens agronomes, administratifs et commerciaux d'AVSF pour une durée de 3 ans. Ce qui permet aux producteurs membres de perfectionner leurs pratiques agricoles de manière naturelle, d'améliorer donc leur rendement, tout en conservant des techniques traditionnelles et des savoirs locaux. À terme, cela permettra d'améliorer leurs revenus, par conséquent, leurs conditions de vie. C'est ce à quoi s'engage une entreprise qui désire se spécialiser en commerce équitable. Elle doit s'engager à réduire les inégalités commerciales en soutenant des petits producteurs fortement exclus
ou qui peinent à rivaliser face aux grands concurrents industriels du marché. Qu'en est-il de Waro Kondo et de son partenariat avec Etikab? Voici quelques paroles prélevées lors d'une réunion entre producteurs et techniciens. Environ 30% de la production est vouée à Etikab. À vrai dire, cela dépend des années. L'année dernière, c'était moins que d'habitude. Pourquoi? Je ne sais pas. Le jeu de l'offre et la demande qui intervient, je suppose. Une partie revient à la consommation personnelle des producteurs. Le reste est vendu au marché local de Huancaró, à Cusco. Sur ce marché de producteurs de l'association ARPAC, dont fait partie Imilai, le prix fixé par Etikab assure aux producteurs une marge de sécurité de 20% de plus par rapport au coût de main-d'œuvre estimé. En plus de cela, il s'adapte aux fluctuations des prix du marché local. Il est difficile toutefois de comprendre les obligations annuelles d'Etikab par rapport à la quantité. Ce que l'on sait, c'est qu'à la vente, le produit est valorisé par rapport à son terroir et utilise des noms quechua, des photographies de producteurs locaux, ce qui atteste finalement d'une relation commerciale à minima pérenne et fiable, ainsi qu'une certaine visibilité pour le consommateur. A contrario, il sera possible de voir d'autres systèmes agricoles dans d'autres régions du monde, faisant appel à une main-d'œuvre peu coûteuse et issue de l'immigration, qui pourtant sont labellisés commerce équitable. Bon, et qu'en est-il pour le futur? Nous pensons que grâce à l'appui des techniciens d'AVSF sur le terrain, les petits producteurs du maïs deviendront autonomes sur le plan technique, organisationnel et commercial. En réalité, ce qui nous inquiète, ce sont les changements climatiques et la pollution. On ne sait pas comment les communautés pourront concrètement faire face à cela. En effet, le maïs blanc pousse dans des conditions très particulières et de manière très localisée. Des modifications aiguës de précipitations, de périodes de gel et de température, ainsi qu'une augmentation continue des déchets dans les sols et les sources d'eau pourraient considérablement menacer le maïs, et par conséquent le territoire qui en dépend. Le commerce équitable, dans un certain contexte et sous certaines conditions, peut être en partie un moteur au développement, et pour une durée qu'il est difficile de déterminer. Dans notre quête d'outils et méthodes à la revalorisation des zones rurales et isolées d'Amérique du Sud, le commerce équitable, dans un certain contexte et sous certaines conditions, peut être en partie un moteur au développement. Enfin, affaire à suivre. Notre périple, nous le continuerons à pied, où nous parcourrons plus de 110 km à travers de somptueux paysages de la grande cordillère des Andes du Pérou. Nous arrivons enfin. Que fut notre récompense de découvrir cette faune, cette flore, et l'iconique Machu Picchu. Une prouesse architecturale dont les terrasses agricoles permettaient autrefois de cultiver tubercules et maïs pour un peu moins d'1 millier de personnes. Toutefois, ce n'est pas tant pour le site que nous sommes venus, mais pour ce qu'il y a autour. Si, je fais ce que c'est. Sinon, en s'éloignant de tout juste quelques kilomètres du site archéologique, on apprend que la région n'est pas qu'à valoriser pour son passé, mais aussi pour ses richesses actuelles. De la pisciculture, du miel issu d'espèces d'abeilles indigènes des Andes, mais également du café de Machu Picchu. Ah bah non. Ouais. ¿Es usted que hace todo a mano? Sí, nosotros decoramos todo. ¿Y la comunidad cómo se llama? Lukmabamba. Lukmabamba. Así es. ¿Y el café? ¿Se llama el café de...? Fue Viamonte. ¿Y por qué es este nombre? El nombre Viamonte es su apellido de mi mamá. Nosotros siempre, desde mis abuelos, trabajaron siempre así, muy orgánico, sin químico. Nosotros usamos que es abono compost, todo natural. Y ahí entra también que es excremento de cubi. Un des doyens de la communauté et pionnier de l'agritourisme sur le territoire a eu l'idée 40 ans plus tôt de promouvoir et vendre ses produits agricoles auprès des touristes. Lukmabamba se révèle être un lieu de passage pour les randonneurs en trek désireux de gravir le Machu Picchu. Depuis, chaque famille de la communauté propose en vente directe, depuis leur maison, du café et du miel. La famille est très fière de leurs produits, de leur production sans engrais chimiques et surtout de l'environnement dans lequel le café évolue. Le café est un marqueur identitaire fort,
la famille désire renforcer leur identité autour de ce dernier. Ils ont 3 variétés de café. ¿Cómo se llaman las variedades? Hay arábica. Arábica, hay Catimor y Borbón. Y Borbón. Sí. Y el arábica y el Borbón. Eso es más fuerte. Más fuerte. Que el, ¿cómo se llama? Catimor. Que el Catimor. Ajá. Y el Catimor c'est plus petit. Ajá, así. Más abajo. Ajá, y más fácil para cosechar. Enfin voilà, un trait qui se termine bien. On peut dire que les communautés ici font du café de Machu Picchu, et cela pourrait être un bon levier de développement. À Lukmabamba, la famille aménage en ce moment quelques chambres pour les futurs hôtes et souhaite en plus du café commercialiser leurs plantes médicinales. C'est avec espoir que se termine notre 5e système figurant et notre petite aventure péruvienne. Salut! Coucou, ça y est, alors on est arrivé en Équateur. L'Équateur, c'est un pays qui fait la moitié de la France. Et donc là, on est à Loja. Loja, c'est une petite ville qui a été élue par les Nations Unies 3e ville la plus écologique du monde. Donc on est allé découvrir ça à vélo. Et donc on fait un petit tour de la ville et là on est dans un parc qui s'appelle Dipiro. Et en fait ils ont voulu à travers ce parc représenter différents endroits du monde. C'est un parc qui a pour but d'exposer la diversité culturelle du monde. Alors Loja, il y a des poubelles pour recycler les déchets organiques absolument partout dans la ville. Ensuite il y a des éoliennes pour la propre production d'électricité de la ville. Des voies cyclables absolument partout. Et puis tous les taxis sont électriques. Mais première ville d'Amérique latine où on voit une volonté d'aller vers la transition écologique, quoi. Oui? Oui? Bon, donc la porte de la Puerta de la Ciudad, c'est super joli, c'est ambiance médiévale, c'est une petite fortification, voilà, mais super mignon. T'es pas obligé de me filmer d'aussi près. Je suis un très bon cadreur. Puerta de la Ciudad expose à chaque étage une série de photographies de portraits en noir et blanc de paysans et artisanes autochtones de la région. Parce que bien évidemment, il ne faut pas oublier que la revalorisation des zones rurales et isolées peut aussi passer par l'art, et notamment la photographie. Oui, bonjour. Bonjour. Alors on est à Vilcabamba. Vilcabamba, c'est un petit village qui est situé à 40 minutes de Loja. De ce qu'on a entendu dire, les gens vivraient au-delà de 100 ans parce qu'en fait l'eau est très pure et contient beaucoup de minéraux. Et aussi l'alimentation est surtout végétarienne et naturelle. Alors, Don Agustín Jaramillo a vécu 104 ans. Ok, donc de 1912 à 2016. Donc sacré bonhomme. Hein. Et lui, voilà, il nous dit que c'est aussi lié au climat et à l'air qui est pur, etc. Et un climat stable, il disait, toute l'année. Ouais, avec 60% d'humidité. Ouais. Et les gens qui étaient très gentils, et le fait de faire beaucoup de sport, etc. Voilà. Ça va, t'as aimé le petit déjeuner? Oui, c'était super bon. Et nous voilà dans la province de Chimborazo pour un nouveau cas d'étude. Et ben on va vous montrer tout ça, hein, tout simplement. C'est parti.
vous avez la cuisine. Et puis là-bas, nous avons la salle à manger. De très grandes tables. Alors, peux-tu nous expliquer ce qui se passe dans cette auberge, finalement? Et bien sûr, monsieur Jordan Batik. Alors, on est à San Francisco des Conuguachai, et dans la maison du tourisme communautaire, qui est gérée entièrement par des femmes. San Francisco de Conuguachai fait partie de l'incroyable projet Awana, qui fête ses 20 ans en 2018. Awana signifie en quichua « tisser ». Ça tombe bien, on a bien envie de tisser des liens entre la France et les communautés autochtones de Calpi, en leur donnant davantage de reconnaissance. Pourquoi? Eh bien, explication. Le projet Awana est intervenu et continue d'intervenir pour essayer de récupérer la culture des autochtones quichua de Calpi, de permettre aux locaux de sortir de la pauvreté et de revaloriser leur identité et leur territoire pour combattre le racisme et la discrimination disséminée, mais aussi pour améliorer la condition de la femme. Cette intervention, émanant des femmes du village qui se sont regroupées ensemble, se voit marquée par différentes actions qui font preuve d'innovation rurale étonnante et de ce qu'on pourrait appeler un développement intégral. Premièrement, on retrouve des auberges utilisées pour le tourisme communautaire. Deuxièmement, Awana tente de participer activement à la réintroduction du lama dans la région, tout en tirant bénéfice de ce qu'offre l'animal. Le lama est également utilisé en complémentarité avec les ovins, bovins, et parfois même il est possible d'ajouter caprin, cochon d'Inde, volaille et alpaga. Un atout économique non négligeable pour les communautés. On suppose en plus que ces associations d'élevage permettraient une meilleure valorisation de la ressource fourragère. Ensuite, ce plan de réintroduction du lama est impulsé par la mise en place d'une activité de pleine nature, le lama trek, consistant à partir en randonnée et en bivouac avec son lama. Il est même possible de faire de la lamathérapie. Et on peut même également retrouver un petit musée sur le lama. Dans la boutique, y sont exposées des œuvres et vêtements tissés à partir de leur laine, mais aussi des remèdes naturels produits à partir de leur graisse, leur urine et leur sang. Il est même possible de retrouver des confitures maison. Nous, c'est la maracuya carotte, notre préférée. L'association met aussi en avant le quinoa dans les plats servis aux visiteurs du restaurant communautaire. Tous les produits se voient accompagnés d'un étiquetage sur lequel est inscrit « Symbole d'une économie solidaire et de qualité ». C'est la marque éco-solidaire Awana, le genre d'innovation rurale que l'on aime bien. En somme, les femmes quechua de Calpi visent à optimiser leurs ressources locales, à devenir autonomes et de véritables références dans la production de fibres et de quinoa. Leur polyvalence nous a bluffés, et pour nous c'est une forme d'agroécologie. Il est à noter que nombre de projets cités sont encore en cours de réalisation, et ont besoin de revenus plus importants. Leur donner davantage de reconnaissance, c'est les aider à accomplir ce qu'ils, enfin, ce qu'elles ont commencé. Maintenant, les politiques et le grand public ont leur rôle à jouer. La fin de notre expérience en Amérique du Sud approche, et même si nous avions fini sur une excellente note, nous sommes curieux de voir ce qu'il en est du quinoa de Chimborazo, celui voué au commerce équitable. On rencontre une interlocutrice de l'association Copropich, une coopérative de producteurs puares, qui travaille et bénéficie des avantages du commerce équitable, à savoir une rémunération plus juste, suivie d'une prime de développement, et un accès à des aménagements de type centre de santé et école. Nosotros vendíamos en mercado local. La quinoa no tenía el precio. Iniciamos a exportar desde 2009 y hasta hoy, gracias, sí hemos mejorado. Hasta hoy el precio mejoró. No vendemos todo el producto, sino igual guardamos para la alimentación. Dijo, si hay la competencia de quinoa de Bolivia, Perú, pero la quinoa de Copropich, que ellos dicen Copropich Chimborazo, es cremoso y sabroso, por eso no puedo dejar. On nous explique que des améliorations sont visibles, mais que toutefois il existe encore des difficultés, notamment sur la question de la santé des familles. Le commerce équitable semble également avoir permis de créer des emplois. On a vu des commerciaux, des manutentionnaires, travaillant dans la récente usine de production bio et équitable que nous avions visitée. Autre chose, la vente de quinoa équitable se réalise dorénavant au sein des marchés locaux, en plus de l'exportation. L'idée étant de se tourner vers ce qu'on appelle un commerce équitable sud-sud, pour compenser les possibles manques de revenus de l'export. On nous dit toutefois que les locaux à faible revenu ne peuvent se procurer ce quinoa, et ne sont pas tant habitués à des produits avec emballage. Les communautés autochtones puares ont été pendant des décennies des siècles victimes d'exclusion.
Ils ont pour beaucoup hérité des terres les plus difficiles d'accès. Les Peruales des hautes terres auraient en général moins d'1 hectare par famille. Cela a notamment encouragé des ruraux à rejoindre les grandes villes, telles que Guayaquil ou encore la capitale Quito. Le commerce équitable peut donc intervenir pour lutter contre l'exode rural, ainsi que la perte progressive de la culture Peruales, pouvant a fortiori être même un outil de reconnaissance rurale, de persuasion commerciale et d'iconisation d'une denrée alimentaire. Une étude menée par AVSF sur la mangue de la région de Piura au Pérou semble l'attester. Les petits producteurs en commerce équitable ont gagné en prestige parce qu'ils étaient les pionniers de l'exportation de la mangue de la vallée de Piura. Ainsi, une meilleure reconnaissance de la mangue de Piura a permis 2 choses. Un meilleur positionnement social et une augmentation du prix de la mangue à l'échelle régionale. Et le plus intéressant, c'est que ces avantages ont touché non seulement les producteurs en commerce équitable, mais ceux aussi en non équitable. Revenons-en au quinoa. Le quinoa, dans notre cas précis, est un des aliments les plus nutritifs au monde, plus que l'orge, le blé, le maïs et le riz, notamment pour sa teneur en protéines et par la présence d'acides aminés essentiels. S'ajoutent à cela les capacités de tolérance de la plante herbacée à des climats et des sols extrêmes, conduisant l'ONU à promouvoir le quinoa comme source d'alimentation alternative dans les pays d'Amérique du Sud souffrant d'insécurité alimentaire. Toujours est-il qu'il faut que le marché de l'exportation joue en la faveur de la communauté, des petits producteurs, et non pas que des grandes industries. Les objectifs semblent être difficilement suivis d'après nos témoignages. Malgré une hausse du marché du commerce équitable en France avec une croissance de 72% sur la période 2012-2015, le commerce équitable reste un marché de niche, qui ne séduit pas autant que le bio, car il fait surtout référence à l'altruisme plus qu'à la préservation de l'environnement. Aussi, les prix restent encore particulièrement élevés et ne peuvent répondre de fait au budget de tous les consommateurs. A travers del SPP, nosotros vinimos con SPP desde el año 2012, luego de salir del Free Trade Internacional. Bueno, el SPP era una alternativa con las mismas condiciones, bajo los mismos principios, pero una realidad adaptada a los pequeños productores, por ejemplo, especialmente a través del SPP, que especialmente no trabajamos nosotros en el tema de fortalecimiento del incentivo, de lo que es inclusión, el cuidado del medio ambiente. Enfin, lorsqu'on demande ce qu'il se passerait si Etikable rompait brutalement son contrat avec la communauté, on nous répond que cela serait difficile, car la communauté est devenue fortement dépendante de son partenaire. Nous pensons par sécurité que le commerce équitable se doit d'être modulable avec d'autres projets locaux. Los productores no vivimos solo de la quinoa. Yo hago la artesanía, hago esta paja, así. Un año tenemos que depender de la leche, algunos crían cuy. L'enjeu est donc important. Le commerce équitable se doit de s'adapter, il doit évoluer et ne surtout pas rester statique, surtout dans des contextes écologiques et géopolitiques turbulents. Ce sera avec ces 2 derniers cas d'études que s'achèveront notre voyage en itinérance. Pour conclure, quoi de mieux que de rejoindre l'une des plus grandes richesses de l'Équateur, les Galapagos. Ces îles, symboles de l'évolution, une manière de finir en beauté et de réaliser un bilan de nos 150 jours passés sur le vaste continent. 5 pays, plus de 35 paroles récoltées, 3 systèmes vedettes, 6 systèmes figurants. Alors, comment peut-on revaloriser les zones rurales et isolées d'Amérique du Sud? Eh bien, il faut aider à renforcer l'identité des populations autochtones, en conservant leurs traditions anciennes, tout en acceptant qu'elles se modernisent. Si des communautés décident d'allier leurs traditions à la culture, funky, rétro, années 80, manga japonais bombardés à coups de références Spielbergiennes, mêlés au folklore hawaïen et suédois, eh bien, ils font ce qu'ils veulent, tant que ces engagements sont de nature endogène et ascendante. Ce n'est pas tout. Revaloriser les zones rurales, c'est aussi revaloriser les aliments, selon leurs valeurs nutritives, leur territoire et les savoir-faire. Donner un regain d'énergie aux milieux ruraux, les savoirs locaux et traditionnels, ce n'est pas un retour en arrière, c'est une adaptation à une extinction actuelle. En fait, c'est peut-être ça la modernité. On verra aussi qu'il est important d'aborder la revalorisation par le prisme de la diversité, qu'elle soit génétique, culturelle ou ethnique. Parce qu'on l'a vu, les communautés que nous avons rencontrées manipulent et cultivent des centaines de variétés alimentaires anciennes et indigènes qui pourraient répondre à des problèmes d'insécurité alimentaire, de conservation de la biodiversité, de changement climatique, ainsi qu'à des besoins de santé et hédonistes que l'on a tous. Et il y a encore tout un tas de moyens de redynamiser la ruralité. On pense notamment au low-tech, à la bioconstruction, à l'agritourisme, à l'agroécologie, au commerce équitable, mais aussi des œuvres cinématographiques qui peuvent être vectrices de messages sociaux forts. Et tout cela pourrait créer des emplois.
Il faudra toutefois faire attention avec certains outils comme le tourisme communautaire qui peuvent enfermer les communautés dans une bulle folklorique. Ainsi donc, se termine notre périple. Bien sûr, la reconnaissance rurale ne se limite pas à l'Amérique du Sud et à la cause autochtone, mais à tous les ruraux qui voudraient revaloriser un savoir, un art, une nature, un aliment, spécialement aujourd'hui dans un contexte de changement global où il est nécessaire de repenser les comportements. Et puis, toutes les formidables innovations urbaines sont à revaloriser aussi, comme les jardins partagés ou encore les espaces urbains végétalisés. Mais c'est du monde rural et sauvage sur quoi nous voulions nous focaliser, car nous, c'est de là qu'on vient.